Scopper, Gaban et Rayleigh qui pour moi sont au même niveau que Garp. On va parler aussi de Eiichiro Oda qui est en train de mettre en place une tragédie grecque pour Harald et le traitement absolument superbe de Loki avec en plus un fruit démon et un marteau qui a une conscience. Bref, on va parler de tout ça dans la critique analyse du chapitre de la semaine, mais surtout le dernier chapitre de l'année. Je veux bien sûr parler du chapitre 1169. Trois petites choses à vous dire juste avant de commencer la review. Premièrement, il n'y aura pas de montage au niveau de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai mon PC qui est en train de crever. Vous inquiétez pas, l'autre PC remplaçant, il a été acheté. Il faut juste que je le monte et que je l'installe. Je vais faire ça pendant les vacances. Deuxièmement, merci à tous ceux qui regardent mes reviews le dimanche. Je sais que c'est longtemps après les autres, mais vous avez été nombreux à me dire dans un dernier sondage que vous aimez le dimanche les reviews. Donc voilà, c'est fait. Encore une fois, énormément merci de votre soutien. Troisièmement, au niveau de cette review, on va le faire page par page et on va en parler ensemble. C'est le format que vous préférez. J'ai essayé plein de trucs depuis un an et c'est vraiment celui-là que vous me demandez. Donc encore une fois, merci de votre soutien et on est parti pour la review. Je voudrais commencer cette review en disant merci à Eiichiro Oda pour nous avoir offert en cette fin d'année l'un des meilleurs chapitres de l'année 2025. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vécu ce chapitre ou si vous avez vu ma réaction live. Je suis totalement habité par ce que nous écrit Eiichiro Oda et ce qu'il nous raconte. Et justement, il nous raconte. Là, il prend le temps de tout montrer. Le chapitre est super lisible, il prend le temps de dessiner les cases, il prend le temps de mettre en place les informations. Alors certes, il y a encore la partie combat qui est un petit peu rushée, ça c'est normal, hein. C'est Eiichiro Oda, il n'est pas Akira Toriyama ou Kubo par rapport à Bleach qui eux ont vraiment l'habitude de vraiment mettre plein d'angles au niveau du combat pour vraiment qu'on comprenne. Eiichiro Oda lui met seulement qu'une seule action. J'ai l'impression de retrouver ce grand Eiichiro Oda qui sait nous raconter parfaitement une histoire à travers les cases parce qu'on fait un petit rappel. Là, on est dans le flashback de Harald. C'est le plus long flashback qu'on ait eu pour l'instant au niveau de One Piece. Le dernier qui a été plus long, c'est celui qui était au niveau de Oden, où on avait aussi l'histoire de Goldie Roger, qui lui faisait à peu près 16 chapitres, si mes souvenirs sont bons. Là, on doit être aux alentours de 17-18, et on est carrément sur peut-être une projection sur 20 chapitres, c'était à peu près 2 tomes au niveau du flashback de Harald. Durant ce flashback, il y a eu énormément d'informations, surtout par rapport à Xebec, et à des moments, c'est vraiment ce que l'on a ressenti, on sent que Eiichiro Oda est pris par le temps, il rush des informations, il rush des cases où ça devient parfaitement illisible de lire un chapitre. Je suis le premier à le dire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo au niveau de la fin de One Piece. Je fais une petite parenthèse ici, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont reproché le fait que tu commences à être un hater de One Piece, tu commences à critiquer One Piece. Non, je suis un putain de fan de One Piece, mais qui ne dit pas amen à tout ce que fait Eiichiro Oda. Oui, j'ai peut-être une critique qui est assez acerbe en ce moment, je vous prie de m'excuser, mais c'est la peur du fan, et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur la fin de One Piece, parce que j'ai peur que Eiichiro Oda sente l'âge arriver et se dit je n'ai plus le temps de finir One Piece comme je veux, donc je dois rusher pour finir One Piece avant qu'il ne m'arrive quelque chose. Et j'avais peur que la fin de One Piece soit mauvaise, car rusher. Et là, quand tu vois que Eiichiro Oda, je suis en train de regarder le chapitre qui est juste là sous mes yeux, qu'il a pris le temps de nous écrire la tragédie d'Harald, on va y revenir juste après, toutes les actions, qui nous fait même une mise en exposition à travers, ça fait énormément plaisir parce qu'on le sait qu'il va devoir rusher des trucs. Là, dans les derniers chapitres, ça a été un véritable montagne russe. C'est-à-dire qu'on a eu des chapitres où ça a été hyper rushé, qu'on comprenait absolument rien, et d'un autre côté, il prend du temps pour nous raconter autre chose. Pour moi, je pense qu'on va encore avoir la fin de la tragédie et les actions par rapport à Loki, on va en parler juste après, mais globalement, on a l'impression que Eiichiro Oda nous refait du grand Eiichiro Oda. On va commencer le chapitre tout de suite où on va parler de Scopper, Gaban et Shanks surtout qui dit j'ai croisé Garp et c'est ce qu'il m'a raconté apparemment que le capitaine Roger a eu un fils. Ça, cette information est complètement dingue parce que on ne l'avait pas encore vraiment. Et là, je vais faire aussi une autre parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui me casse les bonbons. Vous avez été super nombreux à critiquer Garp et je le comprends parfaitement qu'il n'ait pas sauvé son petit-fils à Marineford. Scopper, Gaban, Rayleigh, Shanks, lui il est venu, donc il n'y a pas de souci. Baggy,
aussi il est venu, donc pas de souci. Qu'est-ce qu'ils ont foutu Scopper, Gaban et Rayleigh? L'information passe dans les journaux. C'est pour ça que Luffy va sauver Ace au niveau d'Impel Down. C'est parce qu'il y a les journaux qui l'annoncent. Dans quelques jours, il y a Ace qui va crever au niveau de Marineford. Et tu as Gaban et Rayleigh, où là, on le lit. C'est vrai, Baggy et toi, vous êtes comme nos fils. Et là, il y a Shanks qui dit juste avant, Ace, je peux le considérer comme mon petit frère. Le lien qu'il y a entre Ace, qui est le fils de Goldie Roger, et Scopper Gaban ont été quand même hyper proches. Et même si Scopper Gaban ici, il dit que le titre de Seigneur des Pirates n'est pas héréditaire, c'est quand même le fils de leur capitaine avec qui ils ont vécu des aventures de malades. Pourquoi n'ont-ils pas été le délivrer? Parce que il devait mourir. À la rigueur, si vous acceptez pas l'idée que Ace devait mourir pour que quelque chose s'accomplisse, pas de problème. Mais ce que vous reprochez à Garp, vous le reprochez aussi à Scopper Gaban et à Rayleigh. Donc voilà, ça c'était la petite chose que je voulais dire juste en passant. Après, on passe au niveau de Harald qui se rend compte que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour rien. Là ici, on est dans de la pure tragédie grecque pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a une personne qui est souvent à roi qui va faire des choix, non pas pour lui. Il y a des personnes qui font des choix pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils veulent la puissance, ils veulent la gloire, donc ils font un pacte avec le démon pour un plus personnel. Et donc après, si eux, ils sont destitués, si eux, après, leur âme est corrompue, si après, il leur arrive quelque chose et que que c'est terrible, c'est normal. Parce que foncièrement, ces personnes sont hypocrites et qui pensent que pour eux. Ça, c'est, je crois que c'est Midas, avec le fait qu'il peut tout transformer en or. Et d'un autre côté, il y a les rois qui vont faire des choix que eux pensent bons pour, non pas eux, mais pour leur peuple. Et c'est exactement ce que fait Harald. Harald fait un choix. C'est un choix, par contre. Il est bon, il est mauvais. Mais il fait ce choix, mais ce choix, il le fait pour la libération de Elbaf. Et par extension, aussi la libération d'une partie du monde. Il fait le choix, il fait un pacte avec un Dieu qui s'amuse en manipulant pas les intentions, mais en manipulant la personne, en lui faisant croire des choses. Là, on est parfaitement dans la tragédie grecque. Et c'est dans ce chapitre qu'arrive l'élément narratif qui est l'anagnorisis. C'est la prise de conscience trop tard par la personne qu'il a été manipulé. Et ça, c'est typiquement de la tragédie grecque. Après, il va y avoir un parricide, c'est-à-dire que c'est le fils qui va tuer son père, qui va être inversé. C'est-à-dire que au niveau de Oedipe, il tue son père sans que son père le sache, et même que Oedipe sache que la personne qui va tuer, c'est son père. Là, c'est le père qui demande à son fils de le tuer, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça avait été dit au précédent chapitre, lui, son but, ce n'est pas de rester roi. Le but, c'est de donner une situation à Elbaf pour que Elbaf puisse prospérer. Une fois que c'est fait, lui, il devient le chien, vous avez raison, du gouvernement mondial parce qu'il accepte d'être esclave. C'est pour ça qu'il se brise ses cornes. Il enlève son passé et il sait que la personne la plus digne, ça sera Loki. Alors, pourquoi après il fout Loki en prison? Ça, c'est une connerie totale. Je ne sais pas pourquoi Eiichiro Oda a fait ça. Pourquoi après, il lui demande de revenir alors qu'on voit parfaitement ici
qu'il sait que Loki, au fond de lui, il est bon. Peut-être qu'il l'a mis en prison justement pour pas qu'il y ait de dissension au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de l'île. C'est peut-être pour ça qu'il l'a mis en prison, mais pourquoi on a eu la question la semaine dernière, ça par contre je ne sais pas. Par contre, ce qui est vraiment très important, et ça j'ai complètement oublié d'en parler, c'est que Eiichiro Oda nous a totalement menti dans le chapitre 1152. Et c'est ça par contre que j'aime pas du tout. C'est-à-dire que tel qu'on voit Loki revenir dans ce chapitre-là, il saute, il arrive tranquillou, alors que là normalement il vient de sortir de prison. C'est pas du tout la même mentalité qu'il y a au niveau des deux personnes et c'est pas du tout le même traitement. Et il y a aussi autre chose, quand on voit la case à la fin dans le chapitre 1152, la personne qui va manger le fruit, prendre le fruit, ce n'est pas Loki qui est dessiné, parce que si ça avait été Loki, il y aurait les cornes. Par contre, ce qu'il y a dessiné, et moi que j'avais pas vu, je sais pas si vous l'aviez vu quand vous aviez lu le chapitre 1152, mais qu'il y a le marteau qui est derrière. Ça aussi c'est important, on va parler du marteau juste après. Ce chapitre-là, on va avoir la descente aux enfers de Harald dans sa tragédie. C'est-à-dire que ça y est, il prend conscience que il est maintenant nocif pour Elbaf et surtout que tout ce qu'il a fait pour tous les sacrifices, surtout qu'il a fait, toutes les personnes qu'il a tuées au nom du gouvernement mondial ont été pour rien. Et là, c'est pas une sorte de rédemption. Il n'est pas là pour dire ok, j'ai fait des conneries, excusez-moi, tout ça, maintenant s'il vous plaît, sauvez-moi et aidez-moi. C'est pas comme le père de Oden qui était au courant et qui est toujours vivant alors que son fils est mort. Là, il sait qu'il a fait des conneries et il demande tout simplement la mort. Et il demande même pas la mort dans le truc, bon, vous me tuez mais évitez de dire que j'étais un gros con. Il veut prendre vraiment toutes les responsabilités et en un sens, il veut être une sorte de mise en garde pour plus tard. Attention à vos actions, même si vous pensez que c'est bon, eh bien peut-être que vous êtes dans le faux. Et le fait que Loki n'ait rien dit, ça aussi j'aimerais beaucoup que dans les prochains chapitres qu'il y ait une conversation avec Shanks et Skoppergaman pour savoir quel est ce traitement. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont pas du tout, qui détestent totalement Harald. Moi, Harald, je trouve qu'il est super bien construit parce que encore une fois, il est construit dans une thématique de tragédie grecque qui va être nécessaire pour la construction de Loki. Si Harald n'avait pas été comme ça, Loki n'aurait pas le cheminement qu'il a. Et d'ailleurs, on va faire un petit parallèle aussi ici directement de la relation entre Harald et Shanks. Vu leur marque qu'ils avaient juste avant, qui est la marque des bas-fonds, ils devaient s'éloigner de Imu pour que Imu ne puisse pas entendre justement ce qu'ils disent et ils avaient l'air justement d'avoir aussi une grande amitié. C'est d'ailleurs pour ça que Shanks vient, parce que Shanks a appris ce qui se passait quand tu avais la marque des profondeurs et à partir de là il vient ici pour avertir Harald, pour lui dire ne fais pas surtout ça sinon tu vas être le pantin, sauf que comme d'habitude trop tard et c'est la merde totalement qui arrive. Shanks a une très très bonne relation avec Harald. Et donc, il va sûrement tuer avec Loki et Skoppergaman Harald. Et comme on voit le traitement qu'a Loki qu'on ne connaissait pas avant et que j'avais commencé à vous parler il y a quelques temps, si Loki est enchaîné au niveau de l'arbre et que Loki déteste Shanks, c'est parce que Loki, sûrement après, va vouloir détruire le monde, détruire le gouvernement mondial et aussi détruire Im-sama. On voit dans le chapitre 1152 que Loki déteste son père parce que son père a tué Xebec. Donc on pense que dans sa tête, il déteste son père. Alors que l'on voit ici et par les actions qui va se passer après, qu'il adore son père. Ça, c'est un changement au niveau du trope narratif de Loki qui est très important que Eiichiro Oda nous a volontairement caché juste avant. Le fait qu'on ait ça maintenant qui est mis en place montre l'importance de Loki par rapport à Harald et ce qu'il ressent par Harald et qu'il voudra aller détruire le monde parce que eux, le gouvernement mondial, sont les responsables de la mort de son père spirituel qui est Xebec et son père physique qui est Harald. C'est pour ça que le flashback est aussi long. En vérité, ce flashback ne sert seulement que mettre en place
le thème narratif de Loki, de comprendre ce qu'il est et de comprendre l'importance qu'il va avoir plus tard. Donc, il en veut à Shanks parce que Shanks a dû remarquer que Loki, même s'il est puissant, même s'il a un fruit du démon, même s'il a son marteau, n'est pas capable de détruire Im ou n'est peut-être pas encore capable parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a besoin d'une certaine personne qui va arriver. Cette personne, c'est tout simplement Nika. Qu'il est obligé de l'enchaîner parce que l'autre bourrin est tellement puissant qu'il est capable de faire le con. Et donc c'est pour ça qu'il en veut, Loki, à Shanks. C'est parce que Shanks l'empêche de faire ce que tout fils veut faire, venger la mort de son père, mais au-delà de ça, venger le fait que lui, Loki, a été obligé de tuer son père parce qu'il a été possédé. Et c'est vraiment là-dessus, c'est long, c'est très très long, mais c'est ça pour moi qui est hyper important à comprendre dans cette tragédie qui est mise en place au niveau de ce chapitre. Et encore une fois, le fait que Eiichiro Oda ait vraiment pris le temps de nous montrer la détresse de Harald et du changement, parce que ça aussi il faut en parler. À un moment là il arrive encore à résister, mais à un moment il ne résiste plus. L'épée, quand il prend l'épée et qu'il la fout dans la tête de Jarl, il dit je te rends l'épée que tu m'as offert il y a quelque temps. Donc en un sens, avec cette action, il vient de totalement briser les derniers liens qui le gardaient en tant que roi de Elbaf, parce qu'il a sûrement reçu cette épée au moment où il a été couronné. Je suis hyper ému en faisant cette review parce que je trouve que Eiichiro Oda, dans sa manière de nous construire ce chapitre, a été absolument incroyable. Quand tu vois Harald marcher et qu'il écrase la tête des autres géants, les géants qui sont derrière, qui le tue et qu'il arrive à se régénérer. Et au début, il est dégoûté d'être régénéré parce qu'il veut mourir. Et après, il a plus conscience, il est peut-être enfermé dans lui-même. On a vraiment ce parallèle aussi qui est fait. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure du père spirituel qui était Xebec et le père naturel qui est justement Harald. Et bien, il y a une très très belle symbolique parce qu'il y a exactement la même chose entre les deux. Enfin, c'est magnifique. On arrive à la fin de la dernière partie de ce chapitre avec l'arrivée de Skoppergaban et de Shanks. Shanks qui a vraiment un lien avec Harald. Je pense qu'il va essayer par tous les moyens, tout comme à un moment Garp a essayé de changer la mentalité de Xebec quand il est en Domi-Reversi, parce que là c'est même plus du Domi-Reversi, hein. Là on est au-delà du Domi-Reversi, parce que là c'est carrément une possession volontaire de Harald. On va avoir ce combat contre Shanks qui va essayer. Il y a peut-être aussi un changement au niveau de la mentalité de Shanks qui va se faire ici. Moyen d'enlever cette malédiction, parce que cette malédiction, elle n'est pas apposée par un sceau. C'est une transformation qui est faite par la volonté de Imu, et il faut briser la volonté de Imu pour que celle-ci parte. Shanks dit bien qu'il faut qu'il y ait la marque qui parte. Et donc là, c'est absolument impossible, parce que même si tu vas détruire le bras de Harald, le bras va repousser et la marque va être là. Donc c'est absolument impossible. Harald, par la marque, est condamné, et on le sait, est condamné à mourir. On a la fin avec le marteau et le fruit du démon. Le marteau qui est là pour protéger le fruit du démon. Est-ce que les deux fruits sont liés? Est-ce que les deux fruits seraient des animaux qui ont un lien tous les deux entre eux? Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La Bodeka 2 m'a dit que justement, le fait d'avoir ça, c'est peut-être aussi par rapport à un yokai. Comment le marteau a mangé le fruit du démon, parce qu'on sait que ceux qui ont été faits pour l'instant, c'est Vegapunk qui a fait le processus. Là, ça a l'air d'être un processus naturel. Est-ce que c'est un fruit du démon d'ailleurs? Est-ce que le marteau n'aurait pas une conscience autre? Est-ce que ça ne serait pas une personne qui serait dedans? Si c'est un fruit du démon, est-ce que c'est la conscience du Zoan qui est à l'intérieur qui prend possession? Je ne sais pas. On va avoir le fruit du démon après que va manger Loki. Alors là, il y a tellement comme théorie, il y a tellement comme truc que je vais me laisser la grosse surprise. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a vraiment un lien entre le fruit du démon et le marteau, et que quand Loki va manger le fruit du démon,
obligatoirement, le marteau va venir aussi avec lui. Quand tu manges un fruit du démon, on l'a vu justement avec Big Mom qui mange Mother Caramel, le fruit du démon fait partie de l'ADN et de l'essence de la personne. Donc après, le marteau va devenir le protecteur de Loki. Comme on sait qu'il y a quelque chose avec la foudre et aussi avec les flammes, quand on voit que le manteau, il avait un truc avec les flammes, bref, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Ça m'a fait super plaisir de faire cette review. Encore une fois, un gros merci, c'est très important de votre soutien et des personnes qui viennent regarder les reviews le dimanche. Moi, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos. On se donne rendez-vous bientôt. Et encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de Noël.